Donc, bienvenue pour ce webinaire du CEMIR. On est très heureux d'accueillir Philippe Vignon. Philippe Vignon est PUPH de réanimation devenu MIR, qui va nous parler aujourd'hui du choc hémorragique. Donc, je vous encourage à vraiment ce que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions via le chat ou en ligne. Et Philippe se fera une joie de répondre. Vraiment, merci. Philippe, tu as 50-55 minutes pour laisser la place à quelques questions si possible. Bien sûr, Merci. merci Christophe. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses pour la dernière fois, puisque j'ai eu un problème de report d'agenda de mon ordinateur sur mon téléphone, ce qui fait que j'ai raté le rendez-vous et vous avez tous pointé pour rien. Donc, avant toute chose, je vous prie de m'en excuser. J'ai pas de lien d'intérêt potentiel à déclarer avec cette présentation. Le choc hémorragique, comme vous le savez, fait partie des chocs hypovolémiques qu'on peut définir par une baisse du retour veineux liée à une diminution de la masse sanguine et donc du volume intravasculaire. Et la principale conséquence physiopathologique, c'est une baisse brutale du transport en oxygène et de la perfusion tissulaire liée à la perte de ce sang total. Le choc hémorragique qu'on va évoquer régulièrement au cours de cette présentation, c'est un choc hémorragique qui est lié à un traumatisme qui crée de nombreuses lésions tissulaires, notamment d'organes pleins, et qui est encore plus fréquemment associé que d'autres chocs hémorragiques d'origine, on va dire entre guillemets, médicale, à une coagulopathie et notamment à une CIVD, et on insistera sur ces différents points. C'est la raison pour laquelle je prendrai très souvent exemple sur le choc hémorragique, car toutes les recommandations concernant la prise en charge de l'état de choc traumatique vaut pour le choc hémorragique, même si certains aspects sont moins prégnants lorsque l'hémorragie est d'origine médicale, entre guillemets. Et le choc hémorragique fait partie donc des chocs dits quantitatifs, qui sont les états de choc qui sont liés à une diminution du transport en oxygène. Alors, cette diapositive est très importante. Elle concerne le choc traumatique, hein, donc simplement une des causes de choc hémorragique, mais elle fait le point sur l'essentiel, c'est que l'exsanguination reste mortelle, y compris en 2022, et notamment après un polytraumatisme. Et le piège majeur du choc hémorragique, c'est d'en sous-estimer la gravité, de prendre du retard dans la prise en charge des patients, et ce qui peut donc aboutir à une exsanguination mortelle ou à une défaillance polyviscérale d'un malade dont l'hémorragie aura été stoppée trop tardivement. Là, vous avez deux études, une étude pionnière qui en fait décrivait les premières propositions de damage control. On verra ce que c'est en traumatologie tout à l'heure. Et vous voyez que 9 décès sur 10 pratiquement étaient liés à une exsanguination, c'est-à-dire à un désamorçage du cœur par une hémorragie trop importante qui n'était pas contrôlée. Et plus rarement à une défaillance polyviscérale chez un patient dont l'hémorragie avait été stoppée. Et puis, beaucoup plus récemment, en 2010, un très large essai CRASH2 qui a conduit à administrer de l'hexacyl, l'acide tranexamique, très précocement chez les polytraumatisés à risque de choc hémorragique. Plus de 20 000 traumatisés. Vous voyez en rouge les patients qui sont les blessés qui sont morts d'exsanguination, donc de saignements non contrôlés. Vous voyez que c'est la majorité et que ces décès arrivent dans globalement les 24 premières heures. Donc, le message numéro un, c'est que vous risquez de vous faire piéger en sous-estimant la gravité d'un choc hémorragique, car vous allez potentiellement identifier ce choc hémorragique trop tard. L'autre point très important à bien comprendre sur la question, c'est l'existence d'une coagulopathie qui se développe assez rapidement, et d'autant plus rapidement que le saignement est important, d'autant plus rapidement que le saignement est d'origine tissulaire avec une lésion des organes pleins, ce qui va extérioriser notamment le facteur 7 tissulaire qui va emballer la coagulation et la CIVD. Et d'autant plus important que on ne prendra pas garde
à éviter de majorer cette CIVD par un traitement symptomatique de l'état de choc hémorragique mal conduit. J'y reviendrai tout à l'heure. Et l'échelle de temps là est très importante parce que cette coagulopathie peut être extrêmement précoce, notamment dans le cadre d'un polytraumatisé avec un traumatisme crânien. Et comme je vous l'ai dit, elle va concourir à la gravité du choc hémorragique avec installation d'un cercle vicieux et jouer un rôle majeur dans le saignement incontrôlé. De façon similaire, il y a des situations, on va dire, médicales ou médico-chirurgicales dans lesquelles la CIVD est très présente et joue un rôle majeur, et notamment dans les hémorragies d'origine obstétricale. Quelques rappels de physiologie parce qu'il était difficile d'aborder la problématique d'un choc quantitatif sans revenir à quelques diapositives de physiologie. La première concerne l'oxygénation tissulaire et ce qu'elle requiert pour être satisfaisante. Tout d'abord, une bonne perfusion des organes avec une bonne pression de perfusion qui est reflétée, comme vous le savez, par la pression artérielle moyenne et un bon débit régional, donc un bon débit cardiaque. Deuxièmement, un contenu artériel en oxygène adéquat. Et là, il est évident qu'au cours du choc hémorragique, l'hémoglobinémie va être diminuée, ainsi que des paramètres d'oxygénation satisfaisants. Et enfin, un transport en oxygène en adéquation avec les besoins de l'organisme afin d'éviter la dette en oxygène. Et vous savez que la volémie est inégalement répartie. Les 2/3, grosso modo, de la masse sanguine totale sont situés dans le secteur veineux, avec un réservoir veineux ici représenté schématiquement, c'est le modèle de Guyton, sous forme d'une baignoire, avec un écoulement latéral. Et cela permet de distinguer deux compartiments. Le volume qu'on appelle non contraint, qui est en fait le volume de sang qui permet de faire passer les vaisseaux de l'état collabé à l'état circulaire. Et à partir de ce moment-là, les vaisseaux n'offrent quasiment pas de résistance à l'écoulement sanguin et au retour veineux. Et puis le volume supplémentaire qui va distendre le vaisseau, qu'on appelle le volume contraint. Et cette distension veineuse va générer une pression hydrostatique qui va permettre le retour veineux au cœur droit et d'amorcer donc la pompe cardiaque. Grosso modo, la taille de la baignoire dépend de la capacitance donc de l'élasticité et du degré de vasodilatation du secteur veineux. La hauteur de la bouche d'évacuation va dépendre de la pression de l'oreillette droite, qui est la force que le retour veineux doit vaincre, et la hauteur d'eau au-dessus de cette bouche d'évacuation va dépendre directement du volume contraint et correspond à la pression systémique moyenne, qui est la pression qui règne dans tous les secteurs de l'organisme en l'absence d'activité circulatoire, d'activité cardiaque. Et c'est le gradient de pression entre cette pression motrice, la pression systémique moyenne, et la pression qu'il faut vaincre à l'entrée du cœur, la pression dans l'oreillette droite, qui va être la pression motrice, d'où retour veineux. Si on prend un exemple physiologique extrême, qui est celui du marathonien, dont la volémie va être probablement diminuée à la fin de son marathon, et qui pour autant va être capable de générer un débit cardiaque multiplié par 5 ou 6 par rapport à la valeur de base, eh bien, l'adaptation de son système cardiovasculaire va consister en une vasoconstriction veineuse majeure sous l'effet de la stimulation sympathique, c'est-à-dire que la taille de la baignoire va être réduite au minimum, et ainsi, le volume non contraint va être quantité négligeable et quasiment l'entièreté de la masse sanguine circulante du marathonien, la quasi-totalité de la masse sanguine va être en fait mise à profit pour générer une pression motrice et donc va circuler de façon réelle. D'autre part, la très bonne qualité de sa fonction cardiaque va faire en sorte que la pression dans l'oreillette droite va rester proche de zéro, ce qui va faciliter le retour veineux. Et tout cela combiné va permettre une adaptation parfaite du système cardiovasculaire à l'effort,
avec le risque qui est l'ischémie mésentérique, puisque la vasoconstriction va aussi toucher les artères, et notamment les artères mésentériques, avec quelques problèmes digestifs parfois proches de la ligne d'arrivée. En pratique, eh bien, il y a trois moyens, en tout cas théoriques, physiologiques, d'augmenter le retour veineux et donc de lutter contre le choc hypovolémique. Le premier, évidemment, c'est de faire du remplissage vasculaire. On augmente la quantité d'eau dans la baignoire et donc on va augmenter le volume contraint, donc le retour veineux. Ça, c'est le rôle du remplissage vasculaire. Le deuxième, c'est l'utilisation des vasoconstricteurs qui vont avoir pour effet de diminuer la taille de la baignoire en raison de la vasoconstriction veineuse et favoriser là aussi le retour veineux. Et puis le troisième, qui n'est jamais utilisé en pratique, serait de diminuer la pression dans l'oreillette droite, c'est-à-dire la pression qui s'oppose au retour veineux, en utilisant un inotrope. C'est évidemment jamais fait en pratique. Le tonus sympathique interne, propre à tout patient, va jouer un rôle majeur par le biais notamment de la vasoconstriction, pour maintenir le retour veineux le plus longtemps possible, malgré l'hypovolémie, notamment liée à l'hémorragie. L'autre point important, vous le savez, c'est que le retour veineux est égal au débit cardiaque, ou plus exactement, il rentre autant de sang dans le cœur qu'il en sort. Et donc, toute baisse du retour veineux liée à un choc hypovolémique, notamment hémorragique, va entraîner une baisse du débit cardiaque, ce d'autant que le patient est sur la partie précharge dépendance de sa courbe de fonction ventriculaire. Vous avez ici la courbe de fonction ventriculaire qui est curvilinéaire, le retour veineux qui passe de 1 à 2 quand on augmente le retour veineux, avec le débit cardiaque qui augmente du point 1 au point 2, et à l'inverse, si le retour veineux diminue, notamment sous l'effet d'une hémorragie, eh bien, on passe du point 2 au point 1 et on redescend la courbe avec une baisse du débit cardiaque qui est quasiment proportionnelle sur cette partie de la courbe de fonction ventriculaire. Et sur la gauche, vous voyez que dès les années 40, le rôle du retour veineux sur le débit cardiaque avait été, en tout cas expérimentalement, très précocement établi. Le sympathique joue donc un rôle majeur dans la régulation et du retour veineux et donc du débit cardiaque et de la pression artérielle, comme vous le savez, en jouant sur la vasoconstriction veineuse et artérielle et en stimulant directement les deux ventricules cardiaques. Le transport en oxygène, enfin, lui, va dépendre de ce débit cardiaque et du contenu artériel en oxygène. Et c'est bien là le problème, c'est-à-dire qu'au cours du choc hémorragique, vous allez avoir non seulement une baisse du débit cardiaque liée à la baisse du retour veineux, mais vous allez aussi avoir une diminution du contenu artériel en oxygène liée notamment à la diminution de l'hémoglobine et de la portion liée de l'oxygène qui vaut pour la majorité du contenu artériel en oxygène. Et donc, c'est une sorte de double peine. On sait physiologiquement qu'en dessous de 6 grammes d'hémoglobine, eh bien, vous avez une baisse du transport en oxygène et une baisse de la SCVO2, ce qui témoigne, ce qui reflète une augmentation de l'extraction tissulaire en oxygène en réponse à la baisse du transport. Et ceci a été très bien démontré chez des volontaires sains. Et là, il s'agissait de volontaires sains chez qui on pratiquait une hémorragie graduelle isovolémique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on saignait ces volontaires sains, ils avaient un remplissage vasculaire pour maintenir leur volémie constante, mais par contre, l'hémoglobine était diluée et l'hémoglobinémie donc diminuait progressivement. Et c'est ainsi qu'on a pu identifier ce seuil de à peu près 6 grammes par décilitre d'hémoglobine, en deçà duquel il y a une baisse du transport en oxygène, toutes choses égales par ailleurs. Vous savez évidemment, et vous connaissez très bien, le fait que la fréquence cardiaque augmente de façon quasiment linéaire, comme vous le montre cette famille de points, de courbes, avec la baisse de l'hémoglobine. Ça fait partie du syndrome anémique, ce qui veut dire que la fréquence cardiaque va être un très bon signe, normalement, d'hypovolémie et notamment d'hémorragie. Le choc quantitatif du choc hémorragique eh bien, entraîne une baisse du transport en oxygène et par la baisse du volume d'éjection systolique liée à la diminution du retour veineux et par la baisse de l'hémoglobinémie liée à l'hémorragie, et ce, malgré la tachycardie réflexe.
De plus, dans certains cas, il peut y avoir une altération de l'hématose, soit en traumatologie, notamment dans les traumatismes thoraciques avec contusion pulmonaire, soit en cas d'hémorragie intrapulmonaire, ce qui est assez rare dans les hémorragies, les chocs hémorragiques dites d'origine médicale. Enfin, en termes de physiopathologie, je vous ai parlé tout à l'heure de la CIVD et du cercle vicieux, puisque cette CIVD, dès lors qu'elle va s'installer, va favoriser le saignement, qui à son tour va aggraver la CIVD, et c'est d'autant mieux décrit dans les chocs traumatiques. Et ceci étant d'autant plus vrai que le patient est âgé, qu'il est lui-même sous anticoagulant et ou antiagrégant, que l'hémorragie, le volume de l'hémorragie est importante et qu'il va développer ce qu'on appelle la triade mortelle, qui est en fait l'association de cette coagulopathie, d'une hypothermie et d'une acidose métabolique. Et vous voyez que tous ces facteurs vont entraîner le choc hémorragique et vont parallèlement majorer la CIVD, qui va jouer un rôle de cercle vicieux en entretenant l'hémorragie profonde et aboutir à la défaillance polyviscérale. Il faut donc identifier très tôt cette CIVD et au mieux la prévenir et la casser le plus tôt possible pour ne pas rentrer dans ce cercle vicieux. La triade de la mort, elle a été essentiellement décrite en traumatologie et donc il faut avoir en tête que il faut absolument limiter l'hémodilution de ces malades, et on y reviendra. Et ça, c'est en lien avec le remplissage vasculaire par cristalloïdes. Il faut réchauffer les patients, et la mesure de la température corporelle est très importante à prendre en compte dans la prise en charge du choc hémorragique, a fortiori s'il est d'origine traumatique. Et évidemment, déchoquer le plus tôt possible le malade, et pour ce faire, arrêter le saignement. Un autre point très important concernant le choc hypovolémique d'une façon générale, et notamment le choc hémorragique, c'est l'aggravation par les interventions thérapeutiques. On vient de voir le rôle néfaste de l'hémodilution par le remplissage vasculaire important par les cristalloïdes qui peuvent être néfastes. On va évoquer maintenant la nécessité, dans certains cas, d'une sédation, notamment lorsque le patient a une indication à être placé sous ventilation mécanique invasive. Et en effet, cette sédation va faire perdre le tonus sympathique que le patient avait développé. Et on a vu que le tonus sympathique avait un rôle majeur dans le maintien et du débit cardiaque et de la pression artérielle en cas d'hypovolémie. Alors là, vous avez le graphique d'une étude expérimentale conduite dans les années 70 chez le chien. Et vous avez 3 groupes de chiens. Les chiens qui sont conscients et chez qui on a créé une hémorragie progressive, vous voyez, moins 5, moins 10, moins 15, moins 20 et moins 25 millilitres par kilo. Et vous constatez chez ces chiens témoins qu'il y a une baisse de la pression artérielle moyenne sur l'axe des Y au départ, et puis assez rapidement, la pression artérielle moyenne se stabilise pour diminuer à partir, au-delà, on va dire, de 20 millilitres par kilo d'hémorragie graduelle. Il y a donc, pendant cette phase de plateau, la mise en jeu du tonus sympathique qui permet d'éviter l'hypotension artérielle malgré l'hémorragie progressive chez ces groupes de chiens, dans ce groupe de chiens. Pour comparaison, vous avez 2 groupes interventionnels. Le premier sont des chiens qui sont intacts mais anesthésiés. Ce sont les ronds blancs. Et lorsque on anesthésie ces chiens, alors je vous concède que c'est l'anesthésie à papa, hein, donc si je me rappelle bien, c'était des barbituriques, donc quand même des anesthésiques très puissants qu'on n'utilise pas actuellement dans la gestion des chocs hémorragiques, mais quand même,
vous voyez que chez les chiens qui sont anesthésiés, les ronds blancs, eh bien, vous avez une diminution linéaire et proportionnelle de la pression artérielle moyenne au fur et à mesure que on saigne les animaux. Et puis, le troisième groupe, qui est le groupe d'intérêt, ce sont les chiens qui sont maintenus conscients, donc ils ne sont pas endormis, il n'y a pas de sédation, mais par contre, ils sont dénervés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus leur connexion sympathique. Et donc, ils n'ont plus la capacité, leur sympathique n'a plus la capacité de contrebalancer les effets de l'hémorragie graduelle. Eh bien, ce sont les triangles blancs. Vous voyez que dans ce groupe de chiens, eh bien, il y a une diminution là aussi linéaire et là aussi proportionnelle de la pression artérielle moyenne au fil de la gradation de l'hémorragie. Et vous voyez qu'en fait, la courbe est ni plus ni moins quasiment parallèle, voire superposable à la courbe des chiens anesthésiés. Le message pratique de cette étude expérimentale, c'est que la sédation, utilisée notamment lorsqu'on a besoin de mettre un patient en choc hémorragique sous ventilation mécanique, va abolir ou en tout cas diminuer fortement le tonus sympathique et va entraîner une chute de pression artérielle de manière assez rapide. Bien évidemment, c'est dans le choix des anesthésiques et le dosage de l'induction anesthésique qu'on va essayer de limiter au maximum cet effet délétère. L'autre effet délétère, c'est que, outre la sédation nécessaire pour placer les patients sous ventilation mécanique invasive, eh bien, les patients vont se retrouver avec une ventilation en pression positive. Et on sait que, ça c'est une vieille étude échographique où on a mesuré l'excursion en systole du ventricule droit au cours soit d'une manœuvre de Valsalva, qui revient en ventilation spontanée à augmenter la pression dans le thorax pour la rendre positive, soit au moment de l'inspiration profonde, où là, à l'inverse, la pression devient très négative. Eh bien, vous voyez que le retour veineux, qui est reflété par la taille du ventricule droit et la fonction systolique du ventricule droit, va augmenter à l'inspiration profonde, puisque la pression est très négative dans le thorax, et diminuer au cours de la manœuvre de Valsalva. Et donc, ça explique que la ventilation en pression positive, la ventilation mécanique, va tendre à diminuer le retour veineux, qui l'est déjà à cause du choc hémorragique. Voilà pour les enjeux du choc hémorragique, les rappels de physiologie qui sont utiles pour la compréhension du mécanisme du choc hémorragique et les éléments de physiopathologie qui d'emblée vous permettent de pointer du doigt les écueils à éviter autant que faire se peut en termes de iatrogénie dans la prise en charge de ces patients. Alors, la phase diagnostique maintenant, savoir identifier le choc hémorragique. Tout va d'une situation assez simple, avec un choc hémorragique évident en cas de saignement extériorisé et donc de saignement abondant extériorisé, jusqu'à des hémorragies internes qui peuvent être passées occultes pendant un certain temps et ne se révéler qu'au stade tardif lorsque la compensation sympathique est débordée. Et le saignement à ce moment-là peut être intrapéritonéal, éventuellement rétropéritonéal, ce qui sera encore plus difficile à identifier à l'examen clinique. Beaucoup plus rarement, il peut être intrathoracique. Et puis, s'il s'agit d'un choc traumatique, eh bien, en traumatologie, vous avez l'effet additif, voire l'effet synergique, c'est-à-dire que les lésions traumatiques s'accumulent entre elles et s'additionnent entre elles pour finalement aboutir à un saignement et une perte volémique suffisamment importante pour entraîner un état de choc. L'identification du choc hémorragique, et c'était là-dessus d'emblée que j'ai insisté dans l'introduction, peut être retardée si la compensation de l'hypovolémie par la stimulation sympathique est satisfaisante. Et ça, c'est vrai
tout particulièrement chez les sujets jeunes, voire en pédiatrie, parce que ces sujets, numéro 1, ont un système cardiovasculaire extrêmement performant, et numéro 2, n'ont pas de comorbidité et ne prennent pas de traitements cardiotropes comme des bêta-bloquants ou des vasodilatateurs qui peuvent empêcher cette hyperactivité, cette compensation sympathique. Et donc, ça veut dire que le choc hémorragique chez un sujet jeune va pouvoir n'être diagnostiqué que très tardivement parce que ces sujets-là vont avoir un système sympathique extrêmement performant. Et pour ceux qui feront de la pédiatrie, c'est d'autant plus vrai. Un sujet jeune, d'une façon générale, et a fortiori un enfant qui est hypotendu à la prise en charge sur une hémorragie, c'est un signe de gravité extrême. L'autre piège, c'est que l'anémie peut manquer initialement parce que sur l'hémogramme prélevé très précocement, on le verra tout à l'heure, il n'y a pas encore les effets de l'hémodilution. Et enfin, comme déjà évoqué, la coagulopathie associée au saignement grave est souvent retardée et en tout cas souvent sous-estimée au premier bilan de coagulation fait à l'admission du patient. Alors Christophe, je ne sais pas si on peut faire une enquête en temps réel, mais peu importe, je vais laisser quelques secondes aux étudiants pour réfléchir et proposer une réponse. J'ai fait un petit quiz. En présence d'une compensation sympathique normale chez un adulte sans comorbidité, l'hypotension artérielle survient, d'après vous, pour un saignement estimé à 500 ml, 750 ml, 1 litre, 1,5 litre ou 3 litres. Ils peuvent répondre sur le chat. J'ai une réponse D déjà pour JB, mais D'accord. allez-y, répondez sur le chat si vous voulez. Je te laisse gérer le Ouais, chat, ce sera plus simple pour ouais. moi, si tu veux bien. Ouais, je suis en train de le lire là. Allez-y, proposez vos réponses. Alors, à nouveau Il y D. en a qu'une bonne, hein, évidemment. B. Ah ouais. Non, D. Ah, D D comme comme Daniel. Dudil, Ok, Daniel. ok. Allez-y encore, il n'y a que deux réponses là, vous êtes 16 vous êtes 16 en ligne. Est-ce que les deux ont répondu D? Oui, les deux ont répondu D, c'est les deux qui osent. Parce Bon, que eh c'est ben, pas anonyme, alors ils ont peur. ils ont raison. Mm. Ils ont raison. Bon, c'est indicatif, hein. C'est pas une règle d'or, mais c'est indicatif. Vous avez ici un tableau qui est assez classique, hein, et qui vous donne grosso modo les signes cliniques du choc hémorragique en fonction de la perte du volume de sang perdu. Et le message important, c'est que la pression artérielle diminue dès lors que vous avez perdu déjà, si je puis dire, 30 à 40% de votre volémie, de votre masse sanguine totale, ce qui représente pour un adulte de poids moyen entre 1,5 litre et 2 litres. Et à ce moment-là, vous êtes tachycarde, et à ce moment-là, vous avez tous les signes d'état de choc que vous connaissez, y compris l'encéphalopathie. En revanche, au préalable, eh bien, voyez que votre pression artérielle est maintenue, que vous pouvez avoir une petite anxiété, mais que les signes sont ténus. Et tout le problème est d'identifier évidemment le choc hémorragique le plus tôt possible, puisque dit autrement, si le patient a un choc hémorragique et qu'il est hypotendu, vous avez entre 1,5 litre et 2 litres dans la vue de retard en termes de volémie, pas en termes de remplissage vasculaire, parce qu'on sait que si vous apportez 2 litres de cristalloïdes à un malade, ça ne va pas faire 2 litres de volémie. Donc ça veut dire que vous êtes déjà très en retard. Et donc toute la problématique, ça va être l'anticipation. Alors, très brièvement, puisque ce n'est pas le cœur du topo, mais ça me paraissait difficile de parler de choc hémorragique sans parler de traumatologie. Sachez simplement dans les grands principes que quand on reçoit un polytraumatisé, il y a un minimum d'examens systématiques, ce d'autant que le blessé est hypotendu, pour les raisons que vous comprenez bien maintenant. Premier examen, la radiographie thoracique de face sur le brancard. Elle peut montrer un hémothorax gauche majeur ici, qui refoule, vous voyez, le massif cardiaque. Éventuellement un pneumothorax compressif, qui refoule de l'autre côté, cette fois-ci, le massif cardiaque. Dans les deux cas, il y a une urgence à la décompression parce que s'ajoute au choc hémorragique un choc potentiellement obstructif. Deuxième examen, la radiographie de bassin, surtout si cliniquement le bassin est instable, parce que d'emblée,
là, lorsque vous avez une disjonction pubienne comme ça, eh bien, vous êtes sûr que vous avez au moins 1 litre ou 1,5 litre dans le petit bassin et vous savez que vous êtes face à un choc hémorragique grave. Et éventuellement, mais ça c'est autre chose, vous pouvez évaluer le Doppler transcrânien en cas de traumatisme crânien associé. Et puis le troisième, en dehors de ces 2 radios sur brancard, le troisième examen très important, c'est la fast écho sur laquelle je vais revenir brièvement. Et globalement 2 situations, hein. Le blessé est très instable, non transportable et à ce moment-là, il faut identifier l'hémorragie interne et l'envoyer au bloc opératoire le plus vite possible pour faire l'hémostase. Sinon, vous risquez de le perdre d'exsanguination. Soit le blessé, il est stable ou stabilisé et à ce moment-là, comme pour l'hémorragie, on va dire d'origine médicale, c'est le scanner avec injection de produit de contraste qui permet un bilan lésionnel et qui permet d'identifier l'origine de saignement de manière la plus fiable. Un mot sur la FAST Echo, FAST pour Focused Assessment by Sonography for Trauma Patients. Cette FAST Echo, elle peut être faite aussi chez un patient médical. Et si vous n'avez pas d'hémorragie extériorisée, notamment d'origine digestive ou plus rarement d'origine urologique, et que vous avez un doute à l'examen clinique, ça fait partie de la formation que vous devez acquérir. Grosso modo, vous interrogez les 2 flancs, vous interrogez le Douglas, pardon, en suspubien. Vous interrogez le cœur en sous-xiphoïdien. Et dans le cadre d'un choc hémorragique, vous tombez rarement sur une tamponade, mais par contre, vous pouvez identifier du sang dans le Morrison, du sang dans l'espace rénaux-splénique et du sang avec, vous voyez, là, des anses intestinales qui flottent dans le pelvis. Et cette fast écho est globalement assez spécifique mais peu sensible. Elle peut méconnaître une lésion rétropéritonéale, mais en tout cas, elle est très utile pour identifier potentiellement la présence d'un hémopéritoine. La deuxième, l'évolution maintenant, c'est de faire une e-fast, E pour extended, c'est-à-dire qu'on étend l'examen que je viens de vous décrire au thorax. Alors en traumatologie, on regarde le précordium pour s'assurer qu'il y ait un glissement pleural et être sûr qu'il n'y ait pas un pneumothorax potentiellement compressif. Mais pour le choc hémorragique, et là aussi d'origine médicale, hein, vous pouvez très facilement interroger au lit du malade les 2 espaces pleuraux et identifier, comme dans le cas présent, un hémothorax majeur, ici en petit axe et en grand axe du côté droit. Ici, sur la partie droite de l'écran, en petit axe en haut et en grand axe en bas dans l'hémithorax gauche. Vous voyez des thrombis serpentins qui vous confirment que c'est bien du sang. Et en faisant une quête cavité, vous voyez que l'oreillette droite ici est collabée à certains moments du cycle cardiaque et respiratoire. Et en fait, les 2 épanchements pleuraux majeurs entraînent en plus une tamponade extracardiaque et donc une part obstructive au choc hémorragique. Donc, bien sûr, très utile et surtout utile en traumatologie, mais je pense utile également dans certains segments d'origine entre guillemets médicale. Bien sûr, l'examen clé, c'est la tomodensitométrie avec injection de produit de contraste. Là, on se contrefiche de la fonction rénale et si vous avez l'interne de radiologie zélé qui dit à combien est la créate entre 2 comptes rendus, on s'assoit dessus puisque là, le but est d'identifier le saignement. Techniquement, l'examen doit être bien réalisé, c'est-à-dire avec un temps artériel, mais aussi un temps veineux portal tardif, parce que bien souvent, les saignements sont d'origine veineuse. À ce moment-là, ils ne sont pas embolisables, à la différence des saignements artériels, mais par contre, ça peut être très utile pour identifier l'origine de l'hémorragie. La biologie, elle est assez peu utile. Bien sûr, on cherche la CIVD, comme je vous l'ai dit, mais en termes d'hémogramme, eh bien, en tout cas sur les premiers hémogrammes, le piège est que par définition, quand vous saignez, vous perdez du sang total. Donc, vous perdez à la fois des éléments figurés du sang et du plasma. Et donc, votre hématocrite ou votre hémoglobinémie, initialement, elle est constante, alors même que votre volémie a baissé.
Et assez rapidement, eh bien, il y a rapatriement d'eau extracellulaire dans le secteur intravasculaire, plus l'effet du docteur avec le remplissage par cristalloïdes qui démasque l'hémodilution et à partir de ce moment-là, qui permet d'évaluer de façon plus fiable la profondeur de l'anémie. Le but étant, bien évidemment, d'apporter des éléments figurés le plus vite possible pour normaliser l'hémoglobinémie / l'hématocrite. Et c'est pour ça que est recommandé de répéter les hémogrammes dans la prise en charge du choc hémorragique, notamment traumatique. Alors la prise en charge, eh bien globalement, dès lors que vous avez identifié le choc hémorragique, vous devez conditionner le patient. Et ça commence par les abords vasculaires de bon calibre, à savoir des cathéters gris. Orange, c'est assez rare, mais au moins si on peut avoir des gris, c'est très bien. Et vous savez probablement que le cathéter qui permet de perfuser le plus rapidement possible, c'est que ça soit des cristalloïdes ou que ça soit des produits sanguins, ce sont les cathéters périphériques. Pourquoi? Parce que le débit d'une perfusion, Q, est directement proportionnel évidemment au rayon du cathéter élevé à la puissance 4, d'où l'importance d'avoir des cathéters de gros calibre, directement proportionnel à la hauteur, à la pression, c'est-à-dire à la hauteur de la poche de perfusion que vous mettrez. Le moyen pour les petites infirmières qui ne peuvent pas grimper au plafond, c'est d'utiliser des manchons sous pression pour augmenter cette pression. Et le débit de perfusion est inversement proportionnel à 8 fois la longueur du cathéter et la viscosité du produit perfusé. La longueur du cathéter, évidemment, est beaucoup plus courte sur les cathéters périphériques que sur les voies centrales. Donc, souvent, les gens imaginent qu'une voie veineuse centrale classique, on va dire, permet d'avoir un meilleur rendement et d'administrer plus rapidement le remplissage vasculaire d'une façon générale ou les produits sanguins. C'est totalement l'inverse. En revanche, très souvent, dès lors que vous êtes face à un choc hémorragique, je dirais, hypotendu, avec ce retard volémique important, eh bien, il faut mettre en place un désilet dans la veine fémorale. C'est communément fait au cours du choc traumatique, chez les polytraumatisés. C'est peut-être moins souvent fait sur les chocs médicaux, entre guillemets, mais c'est très utile au départ parce que ça vous permet d'avoir là un cathéter dans un gros tronc veineux avec un gros calibre, ce qui fait que vous avez les avantages de l'abord sans avoir les inconvénients du cathéter. Bien sûr, on va monitorer la température, comme on l'a vu tout à l'heure, pour lutter contre l'hypothermie. Et donc, en théorie, eh bien, le déchocage de ce malade, ça va être en premier lieu d'augmenter le transport en oxygène, puisqu'on est face à un choc quantitatif. Et pour ça, d'augmenter le débit cardiaque, donc le retour veineux, pour augmenter le volume d'éjection systolique par le remplissage vasculaire, et d'augmenter le contenu artériel en oxygène en corrigeant l'anémie aiguë et en s'assurant de la bonne hématose du patient. Alors globalement, si je reprends le tableau que je vous ai montré tout à l'heure sur les signes cliniques du choc hémorragique en fonction du volume de l'hémorragie, eh bien, on a 3 types de chocs hémorragiques ou en tout cas de saignement. Le premier saignement, c'est un saignement minime, 10 à 20 de la volémie. Il y a peu de traduction clinique, il n'y a pas d'état de choc à ce stade-là. Et là, clairement, avec globalement un remplissage vasculaire par cristalloïde initialement et puis la transfusion de quelques produits sanguins, les choses rentrent dans l'ordre rapidement. Ensuite, on a des situations intermédiaires pour une perte de 20 à 40 de la volémie. Là, généralement, le patient n'est pas encore hypotendu. Et là, vous allez avoir besoin des produits sanguins et d'anticiper comme si on était face à une hémorragie sévère. Et si le résultat de votre anticipation, c'est éventuellement de surtransfuser un peu le patient, ce n'est pas grave. Il vaut mieux un patient qui ait été un peu surtransfusé qu'un patient qu'on perd
d'exsanguination par retard à l'allumage. Et puis, la situation classique du choc hémorragique déclaré avec hypotension, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une perte d'au moins 40% de la volémie, avec donc 1,5 litre à 2 litres de retard dans la prise en charge. Et à ce moment-là, eh bien, il faut immédiatement apporter des produits sanguins et mettre en branle toute la logistique pour arrêter le saignement dans l'intervalle le plus court. Alors, il y a des recommandations concernant le choc traumatique, le choc hémorragique d'origine traumatique. Vous voyez que on peut, au départ en tout cas, apporter des cristalloïdes. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser plutôt des solutions balancées et de ne pas utiliser, pour faire simple, des colloïdes et encore moins des hydroxyéthylamidons, et pour le risque rénal et pour l'absence de bénéfices escomptés. Et ça, je vous ai mis ici un consensus de l'ESIGM qui date d'il y a quelques années, d'une façon plus générale, sur la nature des solutés de remplissage vasculaire et pas simplement dans le choc hémorragique. Bien sûr, le plus important, c'est de débuter très précocement la transfusion. Et on transfuse généralement en O négatif, en urgence absolue, puisqu'il faut à peu près 3/4 d'heure pour avoir les résultats des examens hématologiques et avoir le groupe RAI des patients. Alors, en termes de stratégie, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la tendance maintenant est à utiliser un ratio globule rouge plasma frais décongelé proche de 1 pour 1, c'est-à-dire un globule rouge, un plasma frais décongelé, notamment dans le choc hémorragique non compensé, évident, hypotendu. Et vous avez ici une étude qui date un peu maintenant de la campagne en Irak américaine, où vous avez la mortalité en fonction du ratio, soit bas, 1 PFC pour 8 transfusions de globules rouges, 1 pour 2,5 ou 1 pour 1,4. Alors bien sûr, ce n'était pas randomisé, c'était une analyse a posteriori. Et vous voyez, quand on se rapproche de 1 pour 1 globule rouge pour 1 PFC, eh bien, on a une mortalité qui est 3 fois inférieure à une prédominance de transfusion de globules rouges. Même constat pour le fibrinogène. Quand vous avez des transfusions en fibrinogène qui sont assez larges par rapport à un apport de fibrinogène qui est parcimonieuse, eh bien, vous diminuez la mortalité. Donc, cela reflète bien la nécessité de casser très tôt la CIVD associée au choc hémorragique grave, surtout d'origine traumatique, par l'apport de produits de plasma frais décongelés ou de fibrinogène. Alors ça, c'est le deuxième et le dernier quiz. Les cibles de transfusion du choc hémorragique en l'absence de traumatisme crânien associé sont pour vous une hémoglobine entre 7 et 9 grammes, une hémoglobine entre 8 et 10 grammes, un TP supérieur à 50% ou supérieur à 40%, et des plaquettes supérieures à 50 000 par millimètre cube. Allez-y, sur le chat, je vais lire vos réponses. Il y en a toujours 2 qui répondent ou il y en a plus? JB est très prolixe. Alors, JB répond A, C et E. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lancer? Pas mal. MB répond A, C et E. A, C et E, le troisième. Tout le monde met A, C et E. Ouais, pas mal, si ce n'est que là, il n'y a pas de trauma crânien. Et donc, le TP, on est plutôt aux alentours de 40%. S'il y a un trauma crânien, on est plus exigeant, on est à 50%. Et les plaquettes supérieures à 50 000, s'il y a un trauma crânien, on est plutôt supérieur à 100 000. Alors, ce qu'il faut simplement avoir en tête, c'est que les recommandations de la SRLF, qui datent un peu maintenant, mais c'est pour les temps de paix. C'est-à-dire le patient qui est stabilisé, où mon seuil pour discuter la transfusion est aux alentours de 8-9 grammes, selon les comorbidités. Là, lorsqu'on est face à un choc hémorragique, en tout cas d'origine traumatique, la recommandation, c'est d'avoir une hémoglobinémie cible entre 7 et 9 grammes par décilitre en l'absence de trauma crânien.
Et vous voyez, concernant les autres produits sanguins, eh bien, rapport PFC, le ratio PFC sur transfusion de globules rouges, au minimum 1 pour 2, voire tendre vers 1 pour 1. Le fibrinogène, assez large, en tout cas, le maintenir au-dessus de 1,5 g par litre. Et les plaquettes, comme on vient de le voir, plus de 50 000 et on double en cas de trauma crânien, plus de 100 000. Ne pas oublier le calcium, qui est très important pour la coagulation, et ne pas oublier de réchauffer les patients, parce que ça aussi, l'hypothermie va entretenir la coagulopathie. Enfin, j'ai parlé de l'étude de CRASH2, eh bien, vous voyez que globalement, sur l'ensemble des patients, l'acide tranexamique administré précocement en préhospitalier avec ensuite une deuxième dose à l'hôpital a permis de réduire la mortalité sur une cohorte de plus de 20 000 patients randomisés, et ce, qu'elle soit administrée dans la première heure jusqu'à la 3e heure après le traumatisme. Et donc, globalement, dès lors qu'il y a un choc traumatique, eh bien, il est recommandé d'administrer l'acide tranexamique dans les 3 heures qui suivent le traumatisme et de débuter en préhospitalier. Le facteur 7 activé, je passe rapidement, ça a été très, très débattu il y a 10-15 ans et maintenant, l'ensemble des recommandations vont à l'encontre de son utilisation. Le deuxième point, c'est de maintenir la pression de perfusion et pour ça, le remplissage vasculaire va avoir très vite ses limites parce que vous allez diluer le malade et donc il faut utiliser les vasoconstricteurs. Et il faut les utiliser tôt parce qu'ils contrebalancent la vasoplégie liée à la sédation. On a vu l'étude expérimentale chez les chiens tout à l'heure. Ils limitent surtout le volume de remplissage vasculaire nécessaire, donc l'hémodilution qui va pérenniser la CIVD. Donc l'utilisation des vasopresseurs est de plus en plus précoce et maintenant dès la prise en charge préhospitalière pour ce qui est du choc traumatique, et elle doit être précoce pour ce qui est de la prise en charge du choc hémorragique d'une façon générale, y compris d'origine médicale. Alors le problème, c'est quel niveau de pression artérielle ciblé, parce que si vous raisonnez comme un choc non hémorragique, eh bien vous allez vouloir augmenter la pression artérielle moyenne pour bien perfuser les organes, mais vous allez entretenir l'hémorragie dès lors que l'hémostase n'est pas faite. Donc, il y a la stratégie d'avoir un certain degré d'hypotension artérielle permissive tant que l'hémorragie persiste et tant que l'hémostase n'est pas faite. En tout cas, en traumatologie, c'est comme ça que les choses sont managées. La seule exception étant le traumatisme crânien associé, puisque là, il faut maintenir une pression de perfusion cérébrale. Et puis évidemment, le troisième et dernier volet, c'est de stopper l'hémorragie, le traitement étiologique. Mais pour ça, il faut identifier le siège. C'est évident dans certaines situations, c'est beaucoup plus compliqué dans d'autres. Et choisir la meilleure stratégie pour une hémostase précoce, que ce soit l'endoscopie digestive pour un segment d'origine digestive, que ce soit une embolisation artérielle pour un segment autant artériel identifié par le scanner, et en traumatologie, c'est surtout vrai pour le petit bassin, ou que ça soit évidemment la chirurgie, soit de prime abord, soit en cas d'échec de l'embolisation. Et puis, tout cela se fait en parallèle du traitement médical qui n'est que symptomatique. Et la difficulté, c'est de coordonner les intervenants, surtout dans le domaine de la traumatologie. Un mot sur le damage control, pour que vous en ayez entendu parler. C'est une technique en fait issue de la Seconde Guerre mondiale qui visait à maintenir à flot certains bateaux détruits par des torpilles, comme ici, vous voyez un bateau complètement éventré, les maintenir à flot pour pouvoir les ramener au port et les réparer de façon totale et extensive. Eh bien, le même principe a été appliqué à la traumatologie, le but étant de contrôler chirurgicalement et très rapidement le saignement, mais de ne pas faire un traitement chirurgical exhaustif de toutes les lésions,
pour éviter la triade mortelle et éviter les marathons chirurgicaux de 10 heures avec un patient acide et hypotherme au sortir du bloc opératoire. Et vous voyez, 1983, début des années 80, c'est le premier concept de damage control. Et dans une étude en 17 versus 14, hein, à prendre avec des pincettes, mais vous voyez la mortalité qui est diminuée par un facteur 3 dès lors qu'on a ce contexte de damage control versus je fais tout du sol au plafond de façon exhaustive. Alors, souvent, ces malades-là sont laissés en laparostomie, puis quand le saignement est d'origine digestive. Et ensuite, eh bien, une fois que le saignement est contrôlé lors d'une chirurgie brève, hein, normalement c'est moins de 60 minutes, moins d'une heure, vous corrigez, le malade revient en réanimation, correction de la triade mortelle et notamment on lutte contre l'hypothermie. Et une fois qu'il est bien stabilisé, déchoqué, à ce moment-là, second look, voire third look, pour une chirurgie définitive ultérieure en un ou plusieurs temps. Donc, pour conclure, le choc hémorragique est fréquent. Le gros problème, c'est le risque de sous-estimation initiale, notamment chez les sujets jeunes sans comorbidité, et c'est le cas en traumatologie. L'hypotension artérielle est un signe d'alarme. Ça veut dire d'emblée que vous avez 1,5 litre à 2 litres d'hémorragie de retard. La transfusion précoce doit associer d'emblée dans les formes graves culoglobulaire et plasma frais congelé. Il faut lutter contre la triade mortelle, ne pas oublier l'hypothermie et les particularités du polytraumatisme, avec notamment la notion de damage control et de hiérarchie des urgences et une gestion au lit du patient qui est généralement plus compliquée que la gestion d'un choc hémorragique dit médical, où il y a moins d'intervenants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Philippe, pour ce beau tour d'horizon. Alors, il y a une question. Non, c'est un remerciement pour la conférence intéressante et ciblée sur les choses importantes. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. En attendant, moi, j'en ai une ou deux. Est-ce que pour toi, les mots Q sert encore à quelque chose? Alors, oui, en fait, il y a deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, est-ce que c'est fiable? C'est relativement fiable. En tout cas, les deltas des mots Q semblent être assez fiables. Pour autant, la valeur absolue de l'EMOQ, moi, je m'en contrefous un peu, sauf si on me dit MOQ à 6, mais alors généralement, le malade, il est pâle comme un cul et il n'y a pas besoin de l'EMOQ pour faire le diagnostic d'hémorragie gravissime. Mais j'attache plus d'importance à l'évolution de l'hémoQ au cours de la prise en charge initiale, notamment chez le polytrauma. Donc généralement, l'hémoQ, parce que ça c'est bien fait, avec même la glycémie capillaire, alors que tu as un trauma crânien parce que le patient est comateux par le SMUR en préhospitalier, tu as l'hémoQ et des chocages, et clairement, si l'hémoQ va vers le bas, ça veut dire que pour moi, j'en fais quand même un signe d'alerte supplémentaire. La valeur absolue de l'hémoQ, je m'en fiche un peu parce que quand bien même ça serait bien corrélé à l'hémogramme, on a vu que l'hémogramme précoce n'avait aucune valeur. Donc le SAMU, souvent, ils vous ramènent, quand ils ont mis la voie veineuse, ils font le prélèvement, le bilan sanguin, puis ils vous ramènent la petite poche avec les tubes pour gagner du temps et pour l'envoyer à l'analyse. Et là-dedans, il y a un hémogramme. Bah, celui-là, c'est pas la peine de le garder parce qu'en fait, il va être faussement rassurant, quoi. Et alors le pire, c'est de se dire ah bah c'est bon, l'hémoQ est à 12, on est rassuré par le tube prélevé par le SAMU, donc non, non, c'est rien du tout. Et puis en fait, le malade, il a deux fémurs ou un bassin qui est passé inaperçu, et puis il est en choc hémorragique, hein. Ok. Autre question, c'est tu nous as parlé de la fast écho. Là, évidemment, l'écho, c'est devenu la suite immédiate de l'examen clinique. Mais dans la prise en charge du traumatisé, moi, j'ai toujours un peu de mal à le situer. Son intérêt en préhospitalier d'abord, aux urgences et en réanimation. Quasiment maintenant, tous les services de réanimation ont accès à un scanner. Enfin, on peut l'espérer, mais c'est assez vrai dans les enquêtes qu'on fait. Un scanner 24/24. Il n'y a aucun chirurgien qui va prendre un malade sans passer par le scanner, sauf état de mort imminente. Donc finalement, on la situe où la fast écho? Alors, il y a deux contextes complètement différents. Un, la traumatologie. Là, c'est le patient qui arrive d'emblée hypotendu,
malgré la noradrénaline, la transfusion qui a été débutée en préhospitalier, donc un choc hémorragique gravissime, où là, tu veux très vite avoir la réponse, est-ce qu'il y a du sang dans le ventre ou pas, parce que ça va d'emblée orienter ta stratégie de prise en charge. Mais ce cas-là, c'est pas le plus fréquent. Après, deuxième cas de figure, j'en ai parlé en réanimation. Pourquoi? Non pas pour le substituer au scanner, parce que comme tu l'as dit, l'examen clé, c'est ce que j'ai mis sur la diapo, c'est l'examen de référence et le scanner injecté, dès lors qu'il est injecté au bon moment. Mais sans se substituer à lui, ça peut quand même faire gagner du temps. Et ça peut en tout cas, comme tu l'as dit, en prolongeant l'examen clinique, confirmer la suspicion, grosso modo, d'hémorragie interne d'origine X ou Y chez un patient qui a eu soit une manœuvre instrumentale les jours précédents et dans un contexte clinique donné, on se dit tiens, ça serait pas une complication de. En plus, il est plein pot sous les mauvais produits anticoagulants, antiagrégants et autres. Tu as un doute sur un ventre qui est un peu vigile, tu lui fais, alors, pas une fast écho, on va dire une échographie abdominale, mais en regardant les quatre cadrans de la même façon, et tu vas avoir du sang et tu vas te dire, bon, ok, c'est bien ça, donc un, j'ai pas de problème diagnostique, deux, je vais quand même faire le scanner pour confirmer d'où ça saigne, à quel temps ça saigne, et affiner ma stratégie thérapeutique. Hein. Ok, et dernière question aux commentaires, parce que nous qui commençons à vieillir, là, on a vu la prise en charge du choc hémorragique être révolutionnée par l'artériographie, enfin la radiologie interventionnelle. Donc c'est toujours un peu frustrant parce que on sait que l'accès à la radiologie interventionnelle est pas permanent ou pas diffusé partout, notamment dans les petits centres. Pourtant, on a l'impression que ça a changé complètement le pronostic et la prise en charge. Je sais pas quel est ton commentaire là-dessus. Alors, là aussi, hein, je crois que ce que tu dis est particulièrement vrai dans le choc hémorragique d'origine, entre guillemets, médicale. Ça, c'est sûr, parce que c'est très élégant, c'est beaucoup moins vulnérant et invasif que, notamment sur les rares chocs hémorragiques d'origine respiratoire. C'est quand même super élégant d'aller emboliser une artère bronchique plutôt que se retrouver avec la thoracotomie, voire la pneumonectomie d'hémostase quasiment. Hein. Bon, donc ça, c'est sûr que c'est très très élégant et très efficace parce que alors là, c'est on-off. Hein. Le malade, il est embolisé et d'un seul coup, tu sèves la noradrée, tu n'es plus dans le souci. Donc ça, c'est sûr. En traumatologie, ça a changé vraiment la vie sur les bassins. Mm. Parce qu'avant, tu étais obligé d'ouvrir, tu faisais du packing, c'était la boucherie, c'était très compliqué. Donc ça, c'est dès lors que c'est sur le segment artériel. Sur le segment veineux, parfois, tu es obligé de paquer. Après, il y a une autre frange de malades, c'est par exemple des rats seuls, où ça peut être là aussi assez élégant si tu as un segment polaire supérieur ou inférieur, tu vas juste, en fonction de l'anatomie des artères, emboliser de façon sélective une partie de la rate. Bon, c'est élégant en traumatologie dès lors que tu ne perds pas de vue les fondamentaux et où tu perds pas, tu mets pas 3 heures à essayer d'emboliser parce que l'opérateur veut absolument y arriver et que ton malade part pas en quenouille pendant ce temps-là de choc hémorragique, quoi. C'est toujours la même chose. Ok, bah écoutez, il est 20 heures. On va remercier Philippe. Vraiment, merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet, une très belle iconographie. Pour les internes, je crois que vous avez encore un webinaire la semaine prochaine et après, c'est les vacances. Donc, bon été à tous et à bientôt. Merci encore, mes excuses pour la dernière fois. Allez, à bientôt, Philippe. Salut. Ciao.